Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une vidéo où je réponds à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram, sur YouTube ou même par mail. Alors j'ai reçu beaucoup de questions, je ne pourrais pas tout répondre dans une seule vidéo sinon elle serait très longue et surtout il y a eu des questions on va dire très larges et très complexes en philosophie donc je ne vais pas pouvoir faire toujours des réponses très précises et très longues, certaines questions demandent des vidéos entières. Mais je vais essayer d'en traiter un maximum. Alors évidemment j'ai séparé cette vidéo en 3 parties, il faut toujours séparer en 3 parties, même si elle ne sera pas dialectique. Une première partie qui concerne vraiment le dur de la philosophie, avec des questions sur des concepts. Une deuxième partie qui va plus traiter de l'application de la philosophie, un peu de méthodologie et des questions sur les philosophes. Et enfin une troisième partie qui sera consacrée à moi. Non, parce que j'ai eu plusieurs questions personnelles sur mon parcours et sur mes idées et opinions. Donc voilà, j'aborderai ça dans la troisième partie. Vous trouverez en barre d'infos le timecode si vous voulez aller directement à une partie. Alors, première question, quelle est la différence entre l'inconscient et l'inconscience? Alors, a priori, il n'y a pas de différence majeure entre ces deux termes. On pourrait dire que l'inconscient désigne l'une des 3 parties de notre psychisme, qui est une théorie développée par Freud, donc l'inconscient, le préconscient et le subconscient. Chez Freud, l'inconscient est séparé donc des 2 autres parties par ce qu'il appelle le refoulement et la censure. Ces 3 parties seront aussi appelées par Freud le ça, le moi et le surmoi. Donc l'inconscient correspond au ça, et c'est un pôle de notre psychisme qui réagit seulement avec les pulsions. C'est, on va dire, un petit peu le pôle que l'on ne contrôle pas. Donc voilà, ça c'est la définition, on va dire, philosophique ou psychologique de l'inconscient. L'inconscience, ça définirait plutôt tout ce qui n'est pas conscient. On l'utilise plutôt comme un adjectif, en désignant quelqu'un d'inconscient. C'est un adjectif plutôt négatif. Deuxième question, je n'ai jamais réussi à comprendre la différence entre la morale et l'éthique en philosophie. Eh bien c'est très simple, c'est exactement la même chose. En fait, l'un a une origine grecque et l'autre l'origine latine. Et la morale et l'éthique désignent simplement un ensemble de mœurs et de règles de conduite. Mais les 2 mots veulent dire la même chose, ils ont juste une racine pour l'un latine et pour l'autre grecque. Ça va, ça c'était pas trop dur comme question. Question suivante, par contre, est un petit peu plus compliquée. J'étudie l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique de Kant. Déjà, tu dois bien t'amuser. Et je ne comprends pas ce qu'est la nature pour lui. Est-ce que c'est Dieu? Alors, la philosophie kantienne, c'est une philosophie qui est très compliquée. Je pourrais faire 10 000 vidéos juste consacrées sur Kant. Alors, pour répondre simplement, non, la nature chez Kant, ce n'est pas Dieu. La nature, c'est l'existence des choses. C'est le fait que les choses existent. C'est-à-dire que la nature, c'est pas quelque chose, c'est un fait. C'est le fait que les choses existent. Si je veux que la vidéo ne dure pas 45 minutes, je peux pas développer, mais est-ce que tu voudrais que je fasse une vidéo dédiée à la nature, à Dieu, ou même une vidéo dédiée à l'idée d'une histoire universelle? Je peux le faire. Ensuite, question suivante. Alors, l'homme est périssable, c'est-à-dire soumis à l'usure du temps, d'une part, et il est aussi inséré dans un lieu déterminé, délimité par l'espace. Comment, à partir de là, peut-on prétendre qu'il y a des valeurs ou une morale universelle? Ça, c'est de la question. En fait, très souvent, les philosophes sont partis des sciences. Et ils se sont dit qu'en science, on arrivait à prouver qu'il y avait des règles qui étaient universelles, qu'il y avait des choses qui demeuraient toujours, tout le temps, partout dans le monde. En effet, un triangle est rectangle tout le temps, partout, toujours. Ou bien le soleil se lève partout, toujours, tout le temps. Il y a donc des choses dans la nature qui sont immuables, qui sont universelles. Et du coup, beaucoup de philosophes se demandent s'il peut en être de même pour les hommes. Est-ce qu'il peut y avoir des valeurs qui sont elles aussi universelles, partout, tout le temps, toujours? Et ensuite, la réponse va dépendre un petit peu des philosophes, va dépendre des courants de pensée. Certains vont penser qu'il existe des règles morales, des valeurs qui sont universelles. Là où d'autres vont dire qu'il est impossible pour l'homme de rester toujours constant, ou toujours égal à lui-même. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les philosophes s'accordent pour dire qu'il n'y a peut-être pas une valeur qui est universelle, mais que le fait de chercher des valeurs est quelque chose qui est universel et qui a toujours existé et qui existera toujours. La volonté de s'améliorer, la volonté de s'interroger moralement, elle est présente chez tous les hommes, partout, toujours, tout le temps. C'est d'ailleurs un sujet qui est un petit peu abordé par Noah Yuval Harari dans le livre Sapiens, que je vous recommande de lire, qui est super. Et là-dedans, il montre que la notion de bien a évolué en fonction des sociétés, à savoir qu'aujourd'hui, ce que l'on va qualifier de moral et de juste dans nos sociétés, dans nos lois, n'était pas la même chose qu'il y a 3000 ans, mais qu'il y a toujours eu cette volonté d'établir des lois pour régenter la société. Question suivante. Je n'ai jamais compris le concept de droit de l'homme. Il me semble que cette idée a émergé d'Europe. Comment est-ce que des valeurs ou une production de portée particulière peuvent-elles devenir universelles? Alors en effet, la notion de droit de l'homme est née avec la notion d'individualisme, principalement au XVIIe et au XVIIIe siècle. Jusque-là, dans beaucoup de sociétés, le groupe était prédominant sur l'individu. Ce qui comptait, ça allait être la tribu, ça allait être
la nation, ça allait être le groupe, la secte, la famille, etc. Cependant, les droits de l'homme ne sont pas une valeur universelle. C'est une forme de pensée très occidentale que de croire que l'individu est plus important que le groupe et de croire que donc, ce qu'on appelle les droits de l'homme est un droit qui vaut partout dans le monde. Pour beaucoup de sociétés encore aujourd'hui, la notion de droit de l'homme n'a aucune valeur. Et c'est très occidental de croire que ces sociétés sont arriérées ou bien sont barbares. C'est simplement une vision différente des choses et de la notion de temps et de but de l'humanité. Alors, toujours, je crois, de la même personne. Le mot universel est révélateur. Si on ne fait pas comme l'univers, les valeurs ou la morale qu'on peut produire ne peut être que de portée générale ou particulière, mais en aucun cas universelle. Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais en tout cas, il faut savoir que le terme universel veut dire commun et général. Donc ça n'a en aucun cas à voir avec l'univers, si ce n'est que peut-être le terme univers vient de la notion de général. Mais ce qui est universel désigne ce que nous avons en commun et ce qui est général. Alors, question suivante. Quelles sont les raisons qui ont conduit les penseurs européens de la période de l'histoire qu'on appelle la modernité à produire un rejet radical de la notion de Dieu? Alors, il y a eu plusieurs choses qui sont amenées à cette critique de Dieu. Tout d'abord, les avancées scientifiques. En effet, en Europe, à partir du 15e, 16e, 17e siècle, il y a eu de nombreuses avancées scientifiques qui ont un petit peu bouleversé les façons de penser. Des avancées en médecine, des avancées en physique, en astronomie, qui ont montré par exemple que la Terre n'était pas plate, que la Terre tournait autour du Soleil, ce qui fait que l'homme n'était pas le centre de l'univers, mais le Soleil l'était. Il y a eu un certain nombre de catastrophes naturelles, notamment le tremblement de terre de Lisbonne, suivi d'un tsunami qui a tué des centaines de milliers de personnes, et qui a vraiment posé la question de est-ce qu'il y a un Dieu qui puisse permettre de telles catastrophes. Tremblement de terre qui a donné lieu à un débat épistolaire entre Voltaire et Rousseau sur la notion de bien et de Dieu. Également, c'est aussi une période où il y a eu de nombreuses guerres de religion, et toute cette effervescence autour de la religion a amené un petit peu les philosophes à s'interroger sur la notion de Dieu. Alors, question suivante. Quelles sont les questions essentielles soulevées par ces 4 domaines de la philosophie? Alors, premier domaine, l'éthique et la philosophie morale. Alors, bien sûr, chaque domaine peut soulever des centaines de questions. Si on devait en donner quelques-unes pour la philosophie éthique et morale, il s'agit de savoir déjà s'il existe une morale universelle, on en a parlé un petit peu avant. Qui définit la morale? Est-ce que cette morale peut évoluer? Comment concilier par exemple morale et politique, morale et économie? Comment concilier éthique et médecine par exemple? Domaine suivant, l'épistémologie et la philosophie des sciences. Alors pour info, ce qu'on appelle l'épistémologie, c'est le fait de s'interroger sur la possibilité de la connaissance. C'est la réflexion sur la connaissance. Du coup, au même titre que la morale, on peut se demander comment la science est-elle possible? Comment peut-on affirmer que parce que le soleil s'est toujours levé tous les jours jusque-là, il va pouvoir encore se lever demain et après-demain et après-après-demain? Peut-on toujours être certain de certaines choses? Ça, c'est une jolie problématique. Quels sont aussi les objectifs de la science? Est-ce qu'il faut parfois limiter la science? Notamment, bien sûr, sur toutes les questions de bioéthique et de recherche sur les humains. Ensuite, domaine suivant, esthétique et philosophie de l'art. Alors, toutes les questions autour de qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce que le beau? Est-ce que ce qui est beau est forcément bien? Quelle valeur faut-il accorder à la beauté? Le domaine de la philosophie politique. Alors là, c'est très large. C'est toutes les questions autour de l'organisation de la cité ou de la société. Le rapport entre liberté individuelle et vie en collectivité, la question de savoir qui fait les lois, qui les applique, qu'est-ce qu'une loi juste, qu'est-ce que la justice. Et après, on peut relier les thèmes entre eux, à savoir est-ce qu'il doit y avoir de la morale en politique, est-ce que la politique doit être rationnelle comme une science. Et enfin, quel livre conseilleriez-vous pour avoir une vue transversale sur ces 4 domaines de la philosophie? Bon, alors je vous conseillerais de lire l'intégralité de l'œuvre de Kant, puisqu'il fait partie des rares philosophes qui ont abordé toutes ces questions. Sinon, je vous recommande les livres de chez Garnier-Flammarion. Attention, placement de produits. C'est ces petits livres-là. Et en fait, ils ont chacun des thèmes. Donc là, j'ai la nature, la justice et le mal. Vous voyez? Et en fait, pour chaque... il en existe des dizaines. Et pour chacun, il faut un petit peu un tour d'horizon de tous les philosophes et de toutes les questions qu'on peut se poser, donc autour de la nature, autour du mal, autour de la justice. Là, par exemple, si je prends l'exemple de la justice, il y a 3 parties dans le livre, toujours 3 parties. Les fondements de la justice, les fins de la justice et rendre justice ou rendre la justice. Et il y a une vingtaine de philosophes, même plus, une trentaine de philosophes qui sont abordés. Je ne sais pas si vous voyez. Non, ça ne fait pas la mise au point. On va faire comme les youtubeuses beauté. Vous voyez mon livre? Voilà, donc je vous recommande ces petits livres. Ils sont vraiment très très bien faits et ça permet d'avoir une vision globale sur certains thèmes. Alors maintenant, on va passer à une autre catégorie de questions qui va plus concerner les philosophes en eux-mêmes et la philosophie, la pratique de la philosophie.
Alors, première question, quelle est l'influence de la philosophie dans la société actuelle? Avec des exemples concrets. La philosophie, elle est partout, j'ai envie de dire. Bien sûr, en politique, à chaque fois qu'il est question d'une nouvelle loi, on s'interroge pour savoir qu'est-ce qui est juste, est-ce que telle loi est bonne. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de questions autour de la gestation pour autrui, de la procréation médicalement assistée. Tout ça, c'est des questions qui font appel à des philosophes. D'ailleurs, pour la gestation pour autrui, ce concept est passé en comité d'éthique. Et à ce comité d'éthique siègent des médecins, mais aussi des philosophes. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur la gestation pour autrui pour comprendre un petit peu les enjeux philosophiques autour de cette question. Dans les questions de politique internationale, quand on s'interroge par exemple sur est-ce qu'il est bon d'intervenir dans un conflit étranger, est-ce que c'est juste d'aller aider telle population versus telle autre. Dans les notions d'éducation, qu'est-ce qui est bon pour l'enfant, qu'est-ce qui doit être transmis, qu'est-ce que l'État doit transmettre à nos jeunes têtes blondes, mais aussi dans la notion de bonheur, qu'est-ce qui nous rend heureux, est-ce que l'État doit pourvoir à notre bonheur. Par exemple, dans la déclaration américaine, il est dit que chacun a le droit de poursuivre son bonheur. Ça, c'est une notion qui n'apparaît pas dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France. Ça veut dire que les États-Unis placent la recherche du bonheur comme un droit fondamental. Lorsqu'on s'engage à quelque chose, lorsqu'on signe un contrat, lorsqu'on fait une promesse à un ami, se pose la question de savoir si on est capable de tenir notre promesse, si on peut s'engager sur l'avenir. Tout ça, c'est des questions en fait qui font appel à de la philosophie. Ensuite, est-ce qu'il y a des études scientifiques publiées dans des revues à comité de lecture sur la philosophie, des sujets philosophiques ou des philosophes? Alors, il faut savoir qu'au CNRS, il y a une partie philosophie, des chercheurs en philosophie qui publient régulièrement des travaux. Il y a également une revue qui s'appelle Le Portique, pour laquelle il y a un comité de relecture, donc je vous encourage à aller voir d'ailleurs leur site, je vous mettrai le lien dans la description. Donc oui, il existe des revues scientifiques en philosophie. Je me demandais s'il y avait d'autres métiers que professeur de philosophie concernant la matière, et d'autres parcours que la fac pour apprendre la philosophie. Je suis actuellement en prépa littéraire et je ne sais pas si je vais poursuivre en études de philosophie. Alors il peut y avoir des cours de philosophie dans d'autres domaines. Par exemple, dans certaines écoles de droit, il y a des cours de philosophie. En médecine, il me semble qu'il y a des cours d'éthique. Alors c'est sûr que ce n'est pas la matière principale, mais sont vus de la philosophie éthique. En ce qui concerne les métiers autres que prof de philosophie, il y a tout simplement philosophe, écrivain, essayiste, etc. Il y a des chercheurs en philosophie qui vont travailler donc soit ce qu'on a vu un petit peu avant au CNRS ou bien dans d'autres instituts de réflexion. Il y a aussi le métier de plume, qui est donc les personnes qui sont en charge d'écrire les discours politiques. Beaucoup ont une formation en philosophie. Bien sûr, tous les métiers de conseil et de conseiller, notamment conseiller politique, mais aussi conseiller auprès de grands patrons, voilà, toute personne qui a besoin de prendre des décisions peut faire appel à des conseillers, et beaucoup de ces conseillers ont des formations en philosophie. Il y a le métier de journaliste également. Donc voilà, il existe, la philosophie, c'est vraiment une matière, on va dire, qui est très très large, donc il existe plein d'applications et plein de débouchés possibles en philosophie. Je vous parlerai un petit peu plus tard de mon parcours et vous allez voir qu'on peut faire plein de choses après des études de philo. Alors, quelle est la différence entre la troisième partie, le dépassement, et la conclusion? Alors ça, c'est une très bonne question, plutôt donc de méthodologie. La réponse première, c'est qu'il n'y a aucun nouvel argument dans la conclusion. La troisième partie et la conclusion n'ont absolument rien à voir. Et en effet, on a souvent tendance à les confondre et on fait de la troisième partie un début de conclusion. Alors que non, il faut vraiment différencier le fait que dans la conclusion, c'est simplement un résumé de tout ce qu'on a dit avant. Donc la conclusion, elle est souvent assez courte, beaucoup plus courte que l'introduction, et c'est simplement une reprise étape par étape de ce qui a été dit et du cheminement de pensée. En fait, il faudrait pouvoir lire juste l'introduction et la conclusion, et on aurait une vision globale de toute la copie. D'ailleurs, c'est ce que font certains correcteurs. Ils lisent l'introduction et ils lisent la conclusion déjà pour voir s'il y a eu une évolution dans le chemin de pensée, et ensuite ils se plongent dans vraiment le cœur de la rédaction. En fait, la troisième partie, c'est plutôt une réponse à la problématique. En gros, pour simplifier, dans la première partie, on parle, on va dire, de l'opinion commune. C'est-à-dire qu'on a posé une question, et la première partie, ça va être un peu la réponse spontanée à cette question. Donc elle peut varier d'une copie à l'autre, mais en gros, c'est de dire, on a posé telle question, spontanément, on répond ça. Voilà. La deuxième partie, c'est pas dire l'inverse de la première. La deuxième partie, c'est de challenger cette première réponse. On va aller un petit peu plus loin. On va la questionner de manière un petit peu plus rationnelle, un petit peu plus philosophique, justement. Et enfin, dans la troisième partie, on apporte un nouvel éclairage, une solution, on va dire, à ce problème posé en première et deuxième partie. Et donc ensuite, en conclusion, on résume ce chemin de pensée. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une autre vidéo méthodologie où vraiment
on dissecte, on va dire, un plan de dissertation pour bien comprendre comment on fait une problématique, comment s'articule un plan et à quoi sert la conclusion et les différentes parties. Si oui, dites-le moi en commentaire. Alors maintenant, une série de questions un peu plus axées sur les philosophes. Socrate est-il le premier philosophe? Alors oui et non. Non, ce n'est pas le premier philosophe, c'est pas genre avant, il n'y avait personne qui avait jamais fait de philosophie. Il y a eu des courants de pensée, des courants philosophiques avant Socrate. Forcément, on n'en sait pas grand-chose parce que beaucoup n'ont pas laissé d'écrits. On les connaît plus via Socrate, via les philosophes suivants, même Aristote, qui s'interroge et qui revient sur ces courants de pensée. Également, ces courants de pensée étaient très liés aux mathématiques, à la physique, à la cosmologie, à une interrogation sur le monde, sur l'univers, sur la façon dont les choses existent entre elles. Mais en effet, il y a ce qu'on appelle la période socratique, un peu ce grand moment, cet apogée d'Athènes. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur Socrate d'ailleurs, où la philosophie va vraiment prendre une forme littéraire, où on va commencer à laisser des écrits. C'est également le début des premiers lycées, des premières académies, avec vraiment un philosophe comme professeur et des élèves. Les philosophes abordent-ils le sujet de l'argent, de l'économie, et quel est leur point de vue sur ces sujets? Alors il faut savoir que les philosophes abordent tous les sujets de la vie quotidienne et de la vie en général. On trouvera toujours une philosophie qui concerne tel ou tel sujet. Donc oui, les philosophes parlent d'argent et parlent d'économie. Maintenant, la notion d'argent et d'économie, c'est des sujets très vastes, donc je ne peux pas résumer en une phrase qu'est-ce qui se dit sur l'argent et sur l'économie. Il y a forcément des philosophes qui abordent la question des richesses et de la possession, du matérialisme, de la recherche de richesses personnelles. Donc, souvent, on va dire, c'est abordé peut-être d'un point de vue un petit peu critique, de remettre en question le fait de vouloir posséder des objets, de vouloir posséder une richesse, souvent à défaut d'un épanouissement intellectuel. Mais là encore, je résume, ça ne veut pas forcément dire que si on est riche, on est bête. Par exemple, les épicuriens invitent à vivre de manière très ascétique et très pauvre. Donc là-dessus, on peut aussi parler de Rousseau ou de Pascal, qui vont considérer que les possessions matérielles sont une distraction au plaisir de l'esprit et au développement de l'intellect. Et en termes d'économie, évidemment, la philosophie est très présente, notamment sur les questions d'organisation du marché, sur les questions d'interventionnisme de l'État. Adam Smith, Mandeville, John Stuart Mill, même Kant, tous ces philosophes posent des questions en effet d'économie. Toute la pensée libérale, libertarienne, est une pensée à la fois économique et philosophique, sur la notion de justice, sur la notion de politique économique, sur la notion de bonheur, de recherche de bonheur, de moralité. Donc voilà, économie et philosophie ne sont pas du tout incompatibles. Ensuite, est-ce que être philosophe a toujours été un métier? Si oui, qui paye les philosophes, avant et maintenant, en dehors des profs de philo? Alors oui, être philosophe est un métier, au même titre qu'être mathématicien ou qu'être peintre. Qui paye les philosophes? Eh bien déjà son public, ceux qui achètent ses livres, ses élèves. Également dans l'histoire, les philosophes ont souvent été financés par le mécénat. Toute personne qui fait appel aux philosophes pour des conseils, comme les hommes politiques par exemple, rémunérait les philosophes et rémunère encore les philosophes. Sans parler de profs de philo, il y a eu aussi la notion de précepteur. Les philosophes sont souvent chargés aussi de l'éducation des jeunes nobles, tel Aristote avec Alexandre le Grand par exemple. Donc oui, philosophe est un métier et on peut en vivre. Ensuite, quels sont les philosophes modernes? Donc j'imagine que par moderne, on entend les philosophes du XXe et du XXIe siècle. Alors il y a encore des philosophes, je sais que c'est une question qui est beaucoup revenue aussi de savoir si ça existait encore les philosophes. C'est vrai qu'on a tendance à souvent parler de Platon, de Rousseau, de Kant, et on se dit mais alors aujourd'hui il n'y a plus de philosophes, mais si, il y a encore des philosophes. Alors il y en a plein, je pourrais en citer Ruenogien, Sylvia Agacinski, Derrida, Bourdieu, John Rawls, Adorno, Raphaël Enthoven, Bernard-Henri Lévy, Luc Ferry, même par exemple l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt peut être considéré comme un philosophe. Donc il en existe dans plein de domaines différents, en littérature, en tant que chercheur, en tant que grand professeur, en tant que conseiller politique, on a des philosophes partout. Est-ce qu'il y a des débats entre philosophes, en dehors des débats entre politiciens qui abordent parfois des sujets proches de la philo? Oui, il y a eu et il y a des grands débats entre philosophes. Dans ma vidéo sur la gestation pour autrui, je vous parlais d'un débat entre Sylvia Agacinski et Ruenogien sur la notion de la gestation pour autrui et du droit de la femme à disposer de son corps. On a vu des grands débats entre Voltaire et Rousseau, par exemple, entre Descartes et Pascal. Toutes les différentes théories de la justice autour du libéralisme, du libertarianisme, etc. Entraînent des débats de philosophie politique et économique. Donc oui, il y a des philosophes qui s'affrontent sur différentes idées.
J'ai beaucoup aimé dans ta vidéo sur Socrate ce que tu racontais par rapport au choix de Socrate qui préfère mourir plutôt que d'aller à l'encontre de ses idées. Parmi les philosophes, je suis curieuse de savoir ceux qui ont toujours été en ligne avec leurs idées et ceux qui ne l'ont pas toujours été. Alors ça c'est une bonne question aussi parce que ça pose la question, on va dire, pour un penseur ou pour un artiste ou pour un créateur de son œuvre et de sa vie personnelle. C'est une question posée je crois par Roland Barthes notamment, de savoir s'il fallait juger un auteur par exemple sur son œuvre ou sur sa vie personnelle. Est-ce qu'il fallait prendre en compte l'histoire de l'auteur pour juger de son œuvre? Alors bien sûr ça fait appel à la connaissance de la vie personnelle des auteurs, chose qu'on n'a pas forcément pour des auteurs un petit peu anciens. En effet je ne sais pas exactement comment vivait Kant ou comment vivait Platon. Néanmoins, on sait que certains auteurs en effet sont morts pour leurs idées, notamment Thomas More par exemple, qui était conseiller du roi Henri VIII en Angleterre et qui a refusé de se parjurer et il a donc été jugé comme traître par Henri VIII et tué. Donc voilà, c'est un philosophe, on va dire, ou un penseur qui n'a pas voulu renier ses idées. A l'inverse, un philosophe comme Rousseau a souvent été très critiqué parce qu'il a écrit un livre d'éducation, donc l'Émile, et par ailleurs il aurait abandonné ses propres enfants, ou même Voltaire qui allait se battre contre le despotisme et la liberté alors qu'il avait des actions dans plusieurs compagnies négrières. Donc voilà, tous les philosophes n'ont pas toujours été en accord avec leurs idées et n'ont pas eu, on va dire, la classe de Socrate. Alors ensuite, y a-t-il des philosophes qui ont considérablement changé ou évolué d'idées au cours de leur vie? Ça c'est une bonne question aussi. Je ne crois pas, en tout cas j'en ai pas qui me viennent en tête comme ça, qui auraient fait un virage à 180 degrés. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire et à nous le dire en commentaire, ça serait intéressant en effet de voir si certains philosophes ont un petit peu retourné leur veste, on va dire. Alors maintenant, dans cette troisième partie, on va en venir aux questions un petit peu plus personnelles me concernant. J'aimerais bien savoir ce qui t'a poussé à faire de la philosophie. Ah, vaste question. Alors il faut savoir que j'ai toujours beaucoup aimé les matières littéraires, donc que ça soit le français, littérature, l'histoire notamment. Je suis une grande passionnée d'histoire. On voit d'ailleurs toutes les cartes, j'adore les vieilles cartes du monde. J'adore lire, j'adore voilà, les textes bien écrits, on va dire. Et donc voilà, les matières littéraires m'ont toujours beaucoup attirée. Et bah, comme beaucoup de gens, j'ai découvert la philosophie en terminale. Avant, les philosophes qu'on peut voir, on les voit plus d'un point de vue donc, français ou littérature. Et j'ai eu l'impression que la philosophie, on va dire, faisait se rejoindre la littérature et la rigueur des sciences, en fait. C'était un peu le raisonnement parfait. J'aime beaucoup cette notion d'argumentation, de débat, le fait d'accorder beaucoup d'importance aux mots, aux concepts, de vraiment essayer de trouver le mot juste. Et du coup, pour moi, la philosophie, c'était un petit peu, j'ai l'impression, la matière la plus difficile qui représentait un peu l'excellence, on va dire. C'est-à-dire qu'il fallait absolument maîtriser toute la partie littérature, la partie historique, et en même temps arriver à raisonner comme en science. Et je me disais, c'est l'aboutissement de toutes les matières, c'est la philosophie. Et voilà, j'ai un petit côté un petit peu sadomaso qui fait que puisque c'était la matière la plus difficile et qui demandait le plus d'excellence, je me suis dit, allez, je me lance. C'était aussi la matière qui, moi, me challengeait le plus, c'est-à-dire que j'étais plutôt très bonne en histoire, en littérature, j'étais pas mauvaise en sciences. Et là, voilà, c'était un petit peu, ça me faisait sortir de ma zone de confort. Et donc, toujours sur ce petit côté maso, je me disais, mais je veux progresser, quoi. Je veux arriver à faire une bonne introduction, je veux arriver à faire une dissertation, à mener le raisonnement jusqu'au bout, quoi. Ça me paraissait vraiment, et ça me paraît toujours être un énorme challenge. Et j'ai une fascination pour les philosophes, les penseurs, voilà, les gens qui arrivent à mener une idée, on va dire, à mener un argumentaire sans s'énerver, sans être agressif ni rien, et juste en développant un concept, je trouve que c'est magnifique. Quels sont tes philosophes préférés? Alors, quels sont mes philosophes préférés? Bon, bah, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, j'aime beaucoup Rousseau, notamment pour sa plume, que je trouve tout simplement magnifique. J'aime bien l'histoire du personnage aussi, je trouve qu'il est un petit peu différent des autres philosophes. Également, j'aime bien sa modernité. Il a écrit donc l'Émile ou l'éducation, qui est une œuvre qui traite de l'éducation des jeunes enfants. Alors certes, plutôt des petits garçons que des petites filles, mais il reste quand même dans son époque. Hein. Et c'est une œuvre qui est hyper moderne et qui est vraiment disruptive, comme on dirait, pour l'époque. Et même en politique, voilà, il a vraiment changé la donne, je trouve. Après, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec toutes ses idées. Bon, des fois, il a une vision un petit peu utopique, mais voilà, c'est un philosophe que j'aime beaucoup.
que je prends beaucoup de plaisir à lire. J'aime beaucoup Kant aussi, notamment parce que j'ai toujours trouvé que c'était le philosophe le plus difficile à lire. On en revient au côté sadomaso. J'avais un peu l'impression que c'était LV3 Kant, en fait. C'est-à-dire que on disait que le livre était en français, mais pourtant, on ne comprend pas. Et en fait, un jour j'ai compris. Enfin, un jour, on m'a expliqué et j'ai compris. Et d'un coup, c'était un monde qui s'ouvrait à moi. Et vraiment, oui, il y a eu cette impression d'apprendre une nouvelle langue et de vraiment pouvoir suivre le raisonnement et de enfin comprendre ce que disait Kant. Et en fait, son raisonnement, enfin, pour moi, c'est l'incarnation du raisonnement mathématique. Il avance pas à pas. Alors, c'est très long, mais c'est vraiment logique après logique après logique. Et c'est juste ouf ce qu'il arrive à démontrer. Donc j'aime beaucoup Kant. C'est un philosophe en plus qui pour moi et pour la communauté littéraire est vraiment indépassable. Enfin, aujourd'hui encore on se réclame de Kant. Autant aujourd'hui on étudie encore Platon, autant plus personne ne pense comme Platon, alors que Kant, voilà, il y a eu Kant et après rentrez chez vous, il n'y a plus rien à dire, quoi. J'aime beaucoup aussi Ruyen Augien, qui malheureusement est décédé il y a quelques années. Bon, je suis pas d'accord avec toutes ses idées, hein, il va assez loin dans la philosophie morale et dans la liberté individuelle, mais j'aimais beaucoup sa façon justement de réfléchir et de présenter les choses. Il était en plus très agréable à écouter parler, donc voilà, c'est un philosophe pour qui j'ai beaucoup d'affection. Alors ensuite, la fameuse question, qu'est-ce que j'ai fait comme études? Alors, j'ai un petit peu tout fait, on va dire, puisque à la base, donc, j'ai un bac scientifique, bac option physique-chimie, si vous voulez tout savoir, et après mon bac, j'ai fait une prépa ce qu'on appelle BL. Donc en fait c'est une hypocagne et une cagne, c'est une prépa littéraire, mais pas la prépa littéraire classique qui s'appelle en fait AL. Donc c'est une hypocagne et une cagne avec toutes les matières littéraires, donc littérature, philosophie, histoire, langue, options si on voulait latin et grec, et avec en plus des sciences sociales, donc économie, sociologie et mathématiques, assez poussées les maths. Donc voilà, j'ai fait 3 ans de prépa, ce qui franchement a été 3 années géniales, hyper intéressante, parce que du coup il y avait beaucoup de matières, il y avait quasiment 8 matières je crois, ce qui est assez rare parce que dans les classes prépa souvent il y a juste 3 ou 4 matières mais qu'on fait à fond à coup de 8 heures de maths par semaine ou 8 heures de littérature. Là au contraire c'était beaucoup de matières qui toutes se croisaient, c'est-à-dire que ce qu'on voyait un jour en histoire de la pensée économique on le retrouvait en philosophie le lendemain, on le retrouvait en histoire aussi, les textes qu'on voyait en littérature pouvaient être reliés à ce qu'on voyait en langue. Donc voilà, il y avait vraiment un croisement de toutes les matières et je recommande vraiment la prépa BL. Et ensuite, donc à l'issue de ces 3 années de prépa, bon, j'ai pas eu les écoles que je voulais. En l'occurrence, je voulais l'ENS, donc voilà, j'étais pas la seule à ne pas l'avoir. Mais j'ai commencé à me dire que peut-être je pourrais continuer en philo. Jusque-là, j'avais été assez conservatrice, on va dire. C'est-à-dire qu'avec un bac S, je prenais pas trop de risques. Avec une prépa, je me disais, bon, j'ai encore plein de matières, etc. Et là, je me suis dit, allez, est-ce que je tente ou pas de me spécialiser en philo ? Et il se trouve qu'avec les notes que j'avais eues au concours et puis les notes que j'avais en prépa, j'ai pu avoir une équivalence en master. Du coup, mes 3 années de prépa ont compté comme 3 années de fac de philo. Et donc, je suis allée faire de la philosophie politique et éthique à la Sorbonne. Donc, 2 années de master. Master plutôt recherche. J'ai fait un mémoire sur la bioéthique en étudiant en fait le lien entre liberté individuelle et pouvoir de l'État. Savoir à quel point l'État pouvait légiférer ou intervenir dans les notions de gestation pour autrui, de PMA, d'euthanasie, etc. Donc voilà, c'était un sujet qui me passionne, les questions voilà, de philosophie éthique appliquées à la médecine. Et bon, à l'issue de ces 2 années de master, je me sentais pas faire une thèse et j'avais pas très envie d'ailleurs de poursuivre en recherche, on va dire, en philosophie. J'ai longtemps hésité à faire une prépa à Greg, mais je n'avais pas du tout envie de rejoindre l'éducation nationale. En fait, c'était plus la prépa en elle-même qui m'intéressait, de poursuivre l'apprentissage de la philo. Mais du coup, la débouchée ne m'intéressait pas. Et du coup, j'ai préféré m'orienter peut-être plus sur de la communication politique, voilà, pour mettre un petit peu à profit ce côté philosophie politique. Donc j'ai fait un master, cette fois-ci, en école de commerce, spécialisée en communication. Et puis voilà, après j'ai eu différentes expériences de communication dans des grosses boîtes, plutôt communication corporate, on va dire, plus que communication politique. Et une chose en entraînant une autre, je me suis retrouvée à me spécialiser sur de la communication sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on est parti d'une personne qui aimait Platon à une personne qui fait kikoulol sur les réseaux sociaux. Je dois dire que ce passage, des fois, me fait un petit peu mal. J'ai pas trop aimé le fait de changer autant de voix. C'est ce qui m'a poussée du coup il y a quelques mois maintenant à ouvrir cette chaîne de philo.
l'envie de renouer un petit peu avec la philosophie et avec ma passion première, on va dire. Donc voilà, un petit peu mon parcours scolaire. As-tu un exemple concret du rôle de la philosophie dans ton quotidien? Outre le fait que j'ai une chaîne YouTube, oui, alors forcément, dans les moments où je dois aller voter, je me rappelle un petit peu de mes cours de philosophie et des philosophes que j'ai lus, dans le fait d'essayer de ne pas penser à mon intérêt personnel, mais de se dire qu'est-ce que je pense qui est meilleur pour la société, pour le groupe, voilà, comment mon action en tant qu'individu et en tant que citoyen peut permettre le bien-être général. Également, il m'est souvent arrivé de penser à Descartes et au discours de la méthode. Ça fait hyper prétentieux de dire ça comme ça. Ouais, je pense souvent à Descartes. Non, mais parce qu'il y a tout un passage où il explique qu'on ne peut pas toujours être parfait, mais que ce qui compte, c'est d'essayer de faire du mieux qu'on peut. En fait, c'est la meilleure façon d'agir. C'est pas toujours on peut pas toujours faire le bien, mais on peut donner le meilleur de soi. Et voilà, c'est une maxime que j'essaye d'appliquer, on va dire, à mon quotidien, de me dire que voilà, je ne pourrais pas forcément toujours être la première, mais ce qui compte, c'est d'être à fond, quoi, enfin de donner tout ce que je peux donner, et que du coup le résultat devra toujours me satisfaire, puisque je sais que je ne pourrais pas faire mieux. Il y a également les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau, auxquelles je pense souvent. C'est une très belle œuvre que je vous recommande de lire, qui n'est pas très difficile ni très longue à lire. Et il me semble que c'est dans la 6e ou 7e rêverie où Rousseau explique notamment, il parle un petit peu de son expérience ratée avec la société, le fait qu'il se retrouve en fin de vie avec tout le monde qu'il déteste. Et il explique que en fait, le plus difficile, souvent, ça a été d'attendre la sanction. C'est plus d'imaginer ce qui pourrait mal tourner qui nous fait du mal, plutôt que le fait que ça tourne mal. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc ça, j'y pense souvent aussi, de me dire que, je ne sais pas, si on prend un exemple, même au boulot, on a peur de se faire engueuler par son patron, mais en fait, c'est cette peur avant, le fait d'imaginer qu'on va se faire engueuler, de comment ça pourrait se passer, c'est ça qui nous fait vraiment du mal, plus que le fait de se faire engueuler concrètement le jour J, quoi. Donc voilà, du coup, essayer de ne pas stresser ou de ne pas anticiper ce genre de choses. J'ai fait une vidéo sur les stoïciens et sur le bonheur, parce que c'est une philosophie qui me parle énormément. Le fait au quotidien de se dire qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi. C'est-à-dire que ça sert à rien d'être triste parce qu'il pleut, parce que concrètement, je ne peux rien faire sur le fait qu'il pleut. Je n'y peux rien, je ne peux pas contrôler la météo, donc ça sert à rien de déprimer et de se dire « ah, il pleut ». Alors que, par exemple, si je prends 1 kilo et que ça me déprime, ça c'est quelque chose sur lequel je peux agir. Je peux en effet perdre 1 kilo. Et du coup, voilà, essayer de se focaliser sur les choses sur lesquelles on a un pouvoir et une emprise. Alors, dernière question, qui est plutôt un challenge. Est-ce que tu pourrais résumer Hegel en 2 minutes? Ah, vous êtes rigolo. Déjà, est-ce qu'on peut résumer Hegel? Je suis pas sûre. Est-ce que moi, je suis capable de résumer Hegel? J'en suis encore moins sûre. Alors, en 2 minutes, ça me paraît compliqué, mais écoutez, on va essayer. Alors, Hegel, c'est un philosophe allemand du XVIIIe siècle qui constitue un petit peu l'aboutissement de l'idéalisme allemand. Alors, par contre, je ne vais pas avoir le temps en 2 minutes de vous expliquer tous les concepts que je vais utiliser. C'est un post-kantien, donc c'est-à-dire qu'il vient après Kant et il s'inspire beaucoup de la philosophie de Kant. Et en fait, il va chercher à dépasser les limites imposées par la philosophie kantienne. Donc je vous rappelle très rapidement, pour Kant, on ne peut pas connaître les choses en soi, telles qu'elles sont vraiment. On peut seulement connaître les phénomènes que ces choses produisent sur notre entendement. Donc pour Hegel, l'idée va être d'éliminer cette difficulté du kantisme pour que la philosophie puisse vraiment se constituer en un système qui permette de comprendre la réalité. Et donc ce qu'il appelle réalité, ça va être un petit peu la vérité absolue. Et alors là, ça devient hyper compliqué, puisque donc cette réalité, qui était donc inconnue pour Kant, inconnaissable, va devenir pour Hegel ce qu'il appelle substance, et même sujet. Et du coup, Hegel il développe ce qu'on appelle le concept de dialectique. C'est un processus par lequel l'absolu, donc la chose en soi, que Kant appelait la chose en soi, va se développer. On part de l'en-soi, puis de l'être-là, et ensuite du pour-soi, avec un système en fait de négation. Un petit peu comme une plante qui pousserait, on va dire, il y a la graine, et la graine va se nier elle-même pour devenir tige, qui va se nier elle-même pour devenir fleur. Mais la fleur est comprise dans le concept de graine. Elle existe, elle préexiste déjà dans la graine. Et également, très important pour Hegel, l'histoire a un sens, il y a une fin de l'histoire, elle se développe, on va dire, il y a une continuité qui repose sur cette dialectique.
et la fin de l'histoire, c'est la réalisation de la raison. En fait, voilà, le moment où la raison s'est pensée elle-même. Voilà, je crois que ça fait à peu près 2 minutes. Je suis pas sûre qu'on ait tout bien compris, mais en gros, c'est la philosophie de Hegel résumée en 2 minutes. Voilà, c'est tout pour les questions pour aujourd'hui. Il y avait d'autres petites questions qui n'en étaient pas vraiment non plus sur l'influence de Spinoza, une question sur la science en philosophie aussi, à travers les siècles et les philosophes, et enfin une question aussi très large sur les différents courants philosophiques et leurs domaines. Donc ça c'est plutôt des questions, on va dire, ou des sujets qui donneraient lieu à des vidéos dédiées, ce que je peux faire. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je pourrais refaire une vidéo comme celle-ci si le format vous plaît. Si vous avez des envies de thèmes aussi que vous voulez que j'aborde en vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, on est arrivé enfin au bout de cette longue vidéo. Merci d'avoir tenu jusque-là. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.